Une vendeuse appelle la police pour un jeune homme noir et est choquée de découvrir que sa mère est la chef du FBI et le pire fut ce qui lui est arrivé. La climatisation du Boston Mall à Boston était une bouffée d'air froid sur la peau de Mason, un contraste saisissant avec la chaleur étouffante de l'extérieur. À 17 ans, il se sentait un peu déplacé dans cet univers de marbre poli et de vitrines scintillantes. Des marques dont il pouvait à peine prononcer les noms affichaient des articles qui semblaient appartenir à une autre planète, inaccessibles à la plupart des gens qu'il connaissait. Mais aujourd'hui, Mason n'était pas là juste pour regarder. Il avait une mission. Dans la poche de son jean, la carte de crédit semblait lui brûler la cuisse. Ce n'était pas n'importe quelle carte. C'était le résultat de mois de travail acharné, d'heures passées après l'école, de sacrifices et d'un objectif clair. Trouver le cadeau parfait pour sa mère, Sophia Hayes. Une femme d'une force inébranlable, qui équilibrait la rigueur de sa profession avec un amour et un dévouement infini pour lui. Son anniversaire approchait, et Mason voulait quelque chose qui dirait sans mots à quel point il l'admirait et l'aimait. Quelque chose qui la ferait se sentir aussi spéciale qu'elle le faisait se sentir chaque jour. Il savait que la valeur monétaire d'un cadeau ne pourrait jamais égaler la valeur de tout ce que Sophia avait fait pour lui. Les nuits blanches, les 2 emplois, la façon dont elle l'encourageait toujours à rêver grand et à ne jamais céder aux difficultés. Mais une bague semblait avoir une permanence, un éclat qui pourrait capturer un peu de la lumière qu'elle apportait dans sa vie. Ses pas le menèrent à une bijouterie particulière, nichée entre une boutique de haute couture et une galerie d'art minimaliste. Le nom « Diamond » était écrit en lettres dorées au-dessus de l'entrée, vitrée promettant exclusivité et luxe. Mason prit une profonde inspiration. La nervosité était une vague froide montant de son estomac. Il savait qu'il ne correspondait pas au profil typique de la clientèle qui fréquentait de tels endroits. Ses vêtements simples, ses cheveux bouclés, sa peau, tout semblait crier « intrus » dans cet environnement impeccable. Mais la détermination d'honorer sa mère était plus forte que toute insécurité. Il poussa la lourde porte. Une clochette discrète tinta au-dessus, annonçant son entrée. Le son semblait résonner excessivement dans le silence presque révérencieux du lieu. Le sol en marbre, si lisse qu'il reflétait le plafond comme un miroir, amplifiait le bruit de ses baskets. L'intérieur était encore plus austère qu'il ne l'avait imaginé. Les vitrines, illuminées par des projecteurs qui faisaient exploser les diamants et les pierres précieuses en brillance, étaient les seules sources de chaleur visuelle. Il n'y avait pas d'autres clients, juste une silhouette solitaire derrière le comptoir principal. C'était une femme d'âge moyen, vêtue d'un impeccable tailleur bleu, avec un chignon parfaitement arrangé et un collier de perles qui semblait aussi rigide que sa posture. Ses yeux, derrière des lunettes à monture fine, se levèrent au moment où la clochette tinta. Et puis, ils se posèrent sur Mason. Son regard n'était pas accueillant. C'était un balayage lent et délibéré qui commença à ses pieds et remonta, évaluant chaque détail de son apparence. Cela sembla durer une éternité. Un jugement silencieux qui le fit se sentir petit et exposé. Mason força un sourire, essayant de briser la barrière invisible qu'elle avait érigée. « Bonjour », dit-il, sa voix sonnant un peu plus fort, qu'il ne l'avait voulu dans le silence. Il s'approcha du comptoir, sentant le poids de ce regard à chaque pas. « Je cherche une bague, c'est un cadeau d'anniversaire pour ma mère. » La femme ne lui rendit pas son sourire. Ses lèvres fines bougèrent à peine lorsqu'elle parla. Sa voix polie mais aussi froide que le marbre sous ses pieds. « Une bague ?» répéta-t-elle, et il y avait une note de scepticisme à peine dissimulée dans son ton. Son nom, il le remarqua. Sur un petit badge argenté était Madame Campbell. Le nom semblait correspondre parfaitement à la rigidité de son expression. « Oui », confirma Mason, essayant de rester calme. « Une bague en diamant, si possible. Quelque chose de beau et de spécial. » Madame Campbell inclina légèrement la tête, croisant les bras sur sa poitrine. C'était une posture défensive de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de bouger. Elle ne fit même pas un geste pour prendre une clé afin d'ouvrir les vitrines. Ses yeux, auparavant juste évaluatifs, semblaient maintenant mêler la méfiance à une touche de moquerie. « Et vous, pouvez-vous vous permettre quelque chose comme ça ?» demanda-t-elle, la simple question chargée d'une lourde insinuation. Le sourire de Mason disparut complètement. Cette question posée de cette manière était un coup direct. Il avait déjà fait face à des regards et des suppositions, mais
La franchise de ce préjugé, là, dans cet endroit si ostensiblement élégant, le prit au dépourvu. Une vague de chaleur, différente de la chaleur extérieure, lui monta au cou. C'était de la colère, mais aussi une profonde tristesse. Il prit une profonde inspiration, se souvenant pourquoi il était là. Pour sa mère. Il ne laisserait pas cette femme gâcher ce moment. Sans dire un mot, il sortit la carte de crédit de sa poche. Le simple plastique, avec son nom gravé, semblait insignifiant face à tant de brillance, mais pour Mason, il représentait des mois d'efforts et de dignité. Il la posa sur le comptoir, la faisant glisser doucement vers elle. Madame Campbell regarda la carte, puis ses yeux revinrent sur le visage de Mason. Le silence qui suivit fut dense, chargé d'une tension presque palpable. Mason pouvait entendre le son lointain du centre commercial, mais à l'intérieur, le monde semblait s'être arrêté. Il attendit qu'elle prenne la carte, espérant que peut-être, juste peut-être, la preuve concrète de son pouvoir d'achat changerait sa perception. Mais elle ne prit pas la carte. Au lieu de cela, ses yeux se tournèrent sur le côté et sa main se déplaça discrètement vers un téléphone sous le comptoir. Elle composa quelques numéros rapidement, gardant son corps légèrement tourné pour cacher l'action. Mason regarda, confus. Que faisait-elle? « Allô ?» dit-elle, sa voix maintenant basse, presque un murmure, mais avec une urgence que Mason ne comprit pas immédiatement. « C'est la bijouterie Diamond au Boston Mall. Nous avons une situation ici. Un jeune homme noir, seul, regardant des bijoux chers. Il semble suspect. Je pense qu'il pourrait préparer quelque chose. Nous avons besoin d'une voiture de patrouille, rapidement. » Elle raccrocha le téléphone aussi vite qu'elle l'avait composé, sans même regarder Mason. Puis, avec une transition choquante, un sourire forcé et artificiel apparut sur ses lèvres. C'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Un instant, cher, dit-elle, sa voix retrouvant son ton poli, mais maintenant avec une fausseté flagrante. Je vais chercher des modèles spéciaux dans le coffre-fort. Je reviens tout de suite. » Elle s'éloigna, disparaissant par une porte à l'arrière du magasin, laissant Mason seul dans le silence oppressant. Il resta là, regardant la carte de crédit toujours sur le comptoir, ressentant un malaise croissant. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il n'avait aucune idée que, dans les minutes suivantes, l'éclat froid des diamants serait éclipsé par l'obscurité du préjugé, et que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prédire. Mason resta immobile, la carte de crédit toujours seule sur le comptoir de marbre. Le faux sourire de Madame Campbell et son départ abrupt lui laissèrent un goût amer dans la bouche. Il essaya de se convaincre qu'elle était vraiment allée chercher des modèles de bagues dans le coffre-fort, comme elle l'avait dit. Mais la façon dont elle avait composé le numéro de téléphone, le ton bas et urgent de sa voix, quelque chose ne collait pas. Le silence dans la bijouterie Diamond, auparavant juste formel, semblait maintenant oppressant. Chaque seconde qui passait, sans le retour de la vendeuse, augmentait son malaise. Il regarda les bijoux dans les vitrines, leur éclat semblant maintenant moins invitant, presque moqueur. Un sentiment de vulnérabilité commença à lui monter le long de la colonne vertébrale. Il était seul, dans un endroit où il n'était clairement pas le bienvenu, et la seule personne qui aurait dû l'aider agissait étrangement. Un frisson lui parcourut la nuque. C'était la sensation inconfortable d'être observé, même sans voir personne. Il tourna légèrement, regardant la porte d'entrée, s'attendant à voir Madame Campbell revenir. Au lieu de cela, la porte s'ouvrit avec une violence inattendue. Ce n'était pas le doux tintement de la clochette qu'il avait entendu auparavant, mais un bruit sourd et autoritaire. Deux hommes entrèrent précipitamment, leurs lourdes bottes résonnant sur le marbre poli comme des tambours de guerre. C'étaient des policiers, l'officier Green et l'officier Adams. Leurs visages étaient durs, encadrés par des lunettes de soleil qui cachaient leurs yeux, les rendant impersonnels et menaçants. Leurs mains étaient positionnées près de leurs étuis d'armes, une posture qui criait danger imminent. Ils ne semblaient pas être là pour enquêter. Ils semblaient être là pour arrêter quelqu'un. Mason se retourna complètement, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Confusion et peur se mêlaient dans son esprit. Que se passait-il? Pourquoi des policiers entraient-ils dans la bijouterie comme ça? « Mains en l'air !» cria l'officier Green, sa voix forte et impérative, pointant directement Mason. Pendant une seconde stupéfaite, Mason ne put traiter l'ordre. « Mains en l'air ?»
Il était juste là, en attente. « Quoi » murmura-t-il, plus à lui-même qu'à eux. « J'avais dit mains en l'air » répéta Green, sa patience clairement épuisée. Et puis, d'un mouvement rapide et effrayant, il sortit son arme de son étui, la pointant sur Mason. Le monde de Mason sembla s'arrêter. Une arme, pointée sur lui. Une peur pure et primitive s'empara de lui. Sans hésitation, il leva les mains en l'air, paumes ouvertes, dans un geste universel de reddition et d'innocence. À cet instant précis, la porte arrière s'ouvrit de nouveau. Madame Campbell réapparut, non pas avec des modèles de bagues, mais avec un air de froide satisfaction sur son visage. Elle croisa les bras, observant la scène avec une expression qui semblait dire « Je le savais. J'avais raison. » La réalisation frappa Mason. C'était elle. Elle avait appelé la police. Elle l'avait accusée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mason de nouveau, sa voix tremblante, à peine reconnaissable. Les officiers s'approchèrent rapidement. Green, toujours l'arme à la main, saisit le bras de Mason avec force, le tirant brutalement loin du comptoir. « Tais-toi » ordonna-t-il. « Nous avons reçu un rapport selon lequel vous tentiez de voler le magasin. »« Voler » Les yeux de Mason s'écarquillèrent, incrédules. « Non, je suis juste en train d'acheter un cadeau pour ma mère. » Pendant que Green le tenait, l'officier Adams se dirigea vers le comptoir. Il ramassa la carte de crédit de Mason qui était toujours là, intacte. Adams regarda la carte puis Mason, et un sourire moqueur se répandit sur son visage. « Ceci est volé », déclara-t-il, comme si c'était un fait incontestable. « Non », protesta Mason, un mélange de colère et de désespoir bouillonnant en lui. « J'ai travaillé pour gagner cet argent, je n'ai rien fait de mal. » Mais il n'écoutait pas. Green retourna Mason d'une poussée et le pressa contre le comptoir. Adams commença à le fouiller, ses mains rudes et impatientes, fouillant ses poches sans aucune douceur. « Des armes sur vous ?» demanda Adams, sa voix désintéressée, comme s'il connaissait déjà la réponse. « Je ne suis pas armé », répondit Mason, essayant de contrôler sa respiration haletante. La scène dans la bijouterie commença à attirer l'attention. Des clients et des employés d'autres magasins du centre commercial s'arrêtèrent pour regarder, formant une petite foule curieuse devant l'entrée vitrée. Mason sentit le poids de tous ces regards sur lui. L'humiliation était accablante. Il était traité comme un criminel dangereux, fouillé en public, accusé de vol. Tout cela à cause d'un rapport basé sur rien d'autre que la couleur de sa peau et le préjugé d'une vendeuse. Madame Campbell continuait d'observer, les bras croisés, spectatrice satisfaite de sa propre injustice. Pour elle, cela semblait être la conclusion logique de sa suspicion infondée. Un nœud se serra dans la gorge de Mason. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait le poids du préjugé, étant regardé avec suspicion dans des endroits où des gens comme lui n'étaient pas attendus. Mais être abordé ainsi, avec des armes pointées, fouillé et accusé publiquement, c'était un nouveau niveau de douleur et d'indignation. Il sentit des larmes monter au coin de ses yeux, non pas par peur, mais par pure frustration et injustice. Green, toujours tenant Mason contre le comptoir, sortit sa carte d'identité de sa poche. Il l'ouvrit et commença à lire le nom à voix haute. Et puis quelque chose changea. Le visage de l'officier Green, auparavant dur et confiant, devint pâle. La couleur sembla le quitter en un instant. Adams, qui fouillait toujours Mason, remarqua le changement radical dans l'expression de son partenaire. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Adams, sa voix chargée de confusion. Green déglutit difficilement. Un son audible dans le silence tendu. Il semblait que le sol avait disparu sous ses pieds. Il regarda de nouveau le document dans sa main, puis Mason. Et enfin, la compréhension et l'effroi le frappèrent. Car là, écrit en lettres claires et indubitables sur la carte d'identité de Mason, se trouvait le nom de sa mère, fils de Sophia Hayes, directrice du FBI. Le silence qui suivit était différent du silence précédent. Ce n'était pas seulement l'absence de son, c'était un vide, un choc qui paralysa tout le monde. Le jeu, en effet, venait de tourner de manière spectaculaire et dangereuse pour ceux qui avaient agi sur la base du préjugé. Le nom résonna dans le silence de la bijouterie Diamond comme un coup de tonnerre lointain. Sophia Hayes. Pour la plupart des gens, ce n'était peut-être qu'un nom. Mais pour les officiers Green et Adams et pour Madame Campbell, ce nom portait le poids d'une autorité incontestable, d'une réputation qui précédait la personne.
Sophia Hayes n'était pas seulement une citoyenne éminente, elle était la directrice du FBI à Boston, la femme qui supervisait des centaines d'agents qui traitaient les enquêtes les plus complexes et dangereuses de la ville et qui avait une tolérance zéro pour les abus de pouvoir et la discrimination, en particulier de la part des forces de l'ordre. L'officier Green, qui, quelques secondes auparavant, tenait la carte d'identité de Mason avec l'arrogance de quelqu'un qui venait de confirmer une suspicion, la tenait maintenant comme si c'était un objet brûlant. Ses yeux, auparavant cachés par des lunettes de soleil, étaient maintenant grands ouverts, fixés sur le document, puis sur Mason, puis de nouveau sur le document. La pâleur de son visage était choquante. Il semblait avoir vu un fantôme. Adams, qui fouillait toujours Mason, s'arrêta brusquement. Il regarda Green, confus par la réaction drastique de son partenaire. « Qu'est-ce qu'il y a » répéta-t-il, sa voix perdant sa confiance précédente. Green ne répondit pas immédiatement. Il déglutit difficilement, le son rauque fort dans le silence tendu. La sueur commença à perler sur son front. La réalité de ce qui venait de se passer le frappa de plein fouet. Ils n'avaient pas abordé n'importe quel suspect. Ils avaient abordé, humilié et faussement accusé le fils de la directrice du FBI. L'erreur n'était pas seulement un malentendu, c'était un désastre professionnel aux proportions épiques. Madame Campbell, qui observait la scène avec une satisfaction déguisée, vit le changement chez les officiers. La rigidité de sa posture vacilla. Une expression d'appréhension commença à se former sur son visage. Elle ne savait pas qui était Sophia Hayes, mais la réaction des officiers était indubitable. Quelque chose de terrible pour eux, et peut-être pour elle, venait de se produire. Mason, toujours les mains levées, sentit le changement dans l'air. La pression sur son bras diminua. La prise de Green se relâcha. Le ton des officiers passa d'agressif à hésitant. Il regarda le visage pâle de Green, puis Adams, qui semblait également stupéfait. Ils virent enfin qui il était, non pas par la couleur de sa peau, mais par l'identité de sa mère. « Écoutez, gamin, » commença Green, sa voix maintenant, étrangement douce, essayant de paraître calme et raisonnable. Il relâcha complètement le bras de Mason qui était toujours pressé contre le comptoir. C'était juste un malentendu, une confusion. Oui, une erreur, ajouta rapidement Adams, essayant de paraître amical, même plein de regrets. Il remit la carte de crédit sur le comptoir comme s'il voulait effacer le moment où il l'avait qualifié de volée. Mais pour Mason, il était déjà trop tard. La peur initiale avait cédé la place à l'indignation. Ils ne changèrent de ton que parce qu'ils savaient qui était sa mère. S'il n'avait été qu'un jeune homme noir seul, l'humiliation aurait continué, peut-être même empiré. L'injustice de la situation le frappa avec une force renouvelée. Pendant que les officiers tentaient désespérément de réparer l'irréparable, le monde extérieur à la bijouterie continuait de tourner. Et c'est à ce moment-là que la véritable tempête arriva. Devant le magasin, les portes d'une voiture noire imposante et discrète s'ouvrirent. Un groupe de personnes en sortit, se déplaçant avec une efficacité silencieuse et déterminée. Ils étaient tous vêtus de costumes sombres et impeccables, et beaucoup portèrent des oreillettes discrètes, indiquant une communication constante. Ce n'étaient ni des acheteurs, ni des badauds curieux, c'étaient des professionnels. Et au centre de ce groupe, marchant en tête avec une présence qui commandait le respect et l'attention, se trouvait une femme, grande, élégante, avec une posture droite et un regard qui semblait pénétrer toutes les barrières. Sophia Hayes. Ses yeux, sombres et intenses, balayèrent à la scène en un instant. Ils trouvèrent Mason, toujours debout près du comptoir, les mains légèrement écartées de son corps, le visage marqué par la tension. Puis, ses yeux se fixèrent sur les deux officiers, Green et Adams, qui semblaient maintenant rapetissés sous son regard. Son expression n'était pas celle d'une colère explosive, mais d'une glace coupante, d'une déception profonde et dangereuse. Lorsque les agents de sécurité du centre commercial qui observaient l'agitation virent qui arrivait, certains s'écartèrent discrètement, comme s'ils ne voulaient pas se trouver sur le chemin d'une force de la nature. Ils savaient qui était Sophia Hayes et savaient que sa présence là signifiait que la situation était grave. Sophia s'arrêta à l'entrée de la bijouterie Diamond, à quelques pas des officiers et de Madame Campbell, qui semblait maintenant s'être transformée en statue de cire, pâle et immobile. Sophia plaça ses mains dans les poches de son élégant manteau, un geste décontracté qui, venant d'elle, semblait porter une immense autorité.
Elle laissa un silence s'installer, un silence lourd et expectant, qui amplifia la tension dans l'air. Puis, d'un ton de voix contrôlé, bas mais tranchant comme une lame fraîchement aiguisée, elle parla. « Que se passe-t-il ici ?» La question était simple, mais le poids derrière elle était écrasant. Les officiers restèrent immobiles, incapables de répondre immédiatement. Madame Campbell fit un pas en arrière, sentant le regard de Sophia sur elle, un regard qui semblait voir à travers ses excuses et ses préjugés. Mason regarda sa mère. Un immense soulagement l'envahit en la voyant là, son roc, sa protectrice. Mais avec le soulagement vint une vague de tension. Il connaissait sa mère. Il savait qu'elle ne laisserait pas cela passer. Et il savait que pour ceux qui l'avaient traité avec une telle injustice, les conséquences seraient sévères. Personne là-bas ne sortirait indemne de cette situation. L'atmosphère à l'intérieur de la bijouterie, déjà tendue, était maintenant chargée d'une électricité dangereuse, annonçant la tempête que Sophia Hayes était sur le point de déchaîner. La question de Sophia Hayes resta suspendue dans l'air, chargée d'une autorité silencieuse qui fit visiblement rapetisser les officiers Green et Adams. Madame Campbell, derrière le comptoir, semblait avoir fusionné avec le marbre, sa pâleur rivalisant avec celle du sol. Le silence qui suivit la question n'était pas celui de l'ignorance, mais d'une terreur soudaine et paralysante. Ils savaient qu'ils avaient franchi une ligne dangereuse, et la personne qui se tenait devant eux était l'incarnation des conséquences. Sophia n'attendit pas de réponse immédiate. Ses yeux, qui avaient auparavant balayé la scène, se fixèrent maintenant sur Mason. L'intensité de son regard s'adoucit légèrement en rencontrant le sien, une communication silencieuse de préoccupation et de soulagement. Elle fit un pas vers lui, sa présence imposante, mais avec une concentration singulière sur son fils. « Ça va, Mason ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais avec un courant sous-jacent de quelque chose de dangereux. Ce n'était pas une question décontractée. C'était une évaluation, une confirmation qu'il n'avait pas subi de dommages physiques. Mason, sentant la force de la présence de sa mère, réussit à se détendre un peu, bien que l'adrénaline coule toujours dans ses veines. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Oui, maman, ça va. » Il hésita un instant, puis ajouta, sa voix encore un peu tremblante mais ferme, « Ils m'ont traité comme un criminel, juste parce que j'étais ici. » Cette simple phrase prononcée par Mason tomba dans la bijouterie comme une bombe à retardement. Sophia n'avait pas besoin de plus de détails à ce moment-là. Le regard qu'elle jeta aux officiers et à Madame Campbell après avoir entendu, les mots de son fils étaient froids, coupants, dépourvus de toute chaleur ou pardon. C'était le regard de quelqu'un qui venait d'être témoin d'une injustice flagrante contre la personne qu'elle aimait le plus. Elle se tourna lentement vers les deux officiers, qui ressemblaient maintenant à deux garçons pris en flagrant délit. L'officier Green, le plus vocal et agressif quelques instants auparavant, tenta désespérément de trouver les bons mots, son arrogance complètement évaporée. « Directrice Hayes », commença-t-il, sa voix étranglée, essayant de retrouver un minimum de sang-froid. « Nous avons reçu un rapport de la vendeuse. » Il fit un geste en direction de Madame Campbell, essayant de détourner le blâme. « Elle a dit qu'il y avait un suspect dans le magasin. » Sophia leva un sourcil, un petit geste mais qui portait un poids immense. « Un suspect ?» répéta-t-elle, son ton de voix dangereusement calme. Adams intervint, essayant de renforcer la justification. « Ah oui, madame, un jeune homme seul, regardant des bijoux chers. Il semblait déplacé. » La pièce fut silencieuse pendant quelques secondes. Sophia les fixa, ses yeux rivés sur eux, comme si elle lisait leurs âmes et n'y trouvait que préjugés et lâcheté. Puis un léger sourire apparut sur ses lèvres, mais il n'y avait aucune trace d'humour. C'était un sourire froid, presque cruel. « Laissez-moi voir si je comprends, » dit-elle, faisant un pas lent et délibéré vers eux. Chaque pas semblait faire écho à la gravité de la situation. « Mon fils, Mason Hayes, entre dans une bijouterie de luxe avec l'intention d'acheter un cadeau pour sa mère, et vous, uniquement sur la base de son apparence et d'un rapport infondé, décidez qu'il est un criminel, qu'il semblait déplacé. » Personne ne répondit. Green et Adams se regardèrent, piégés dans leur propre toile de préjugés et de mauvaises décisions. Adams regarda Green, espérant qu'il dirait quelque chose, n'importe quoi, pour les sortir de cette situation. Mais Green était muet, la panique gravée sur son visage.
Sophia tourna alors son regard glacial vers Madame Campbell, qui était toujours immobile derrière le comptoir. « Madame Campbell, c'est bien ça ?» demanda-t-elle, le nom sonnant comme une accusation. La vendeuse frissonna mais réussit à hocher la tête. « Oh oui, c'est moi. C'est vous qui avez appelé la police ?» La voix de Sophia était basse mais pénétrante. Madame Campbell hésita, essayant de trouver une excuse plausible, un moyen de minimiser sa responsabilité. Je pensais que quelque chose pouvait se passer. Il était seul et vous avez décidé qu'il ne devrait pas être ici, l'interrompit Sophia, croisant les bras, la posture de quelqu'un qui n'accepterait pas d'excuses fragiles. Vous avez décidé qu'il ne pouvait rien se permettre dans ce magasin, qu'il ne pouvait être ici qu'avec des intentions criminelles. N'est-ce pas ce que vous vouliez dire? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. La vendeuse tenta de se défendre, sa voix étranglée par la peur. Je voulais juste penser à la sécurité du magasin. C'est exactement ce que vous vouliez dire. Le ton de Sophia était ferme, inébranlable. Elle n'était pas là pour débattre, mais pour déclarer des faits. Madame Campbell déglutit difficilement, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire à cette femme. C'est alors que Sophia, sans quitter la vendeuse des yeux, sortit son téléphone de sa poche. Le simple geste semblait porter une menace implicite. Elle déverrouilla l'écran et commença à composer un numéro. Les officiers s'agitèrent. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Green, sa voix presque un murmure d'effroi. Sophia leva le regard, ses yeux rencontrant ceux de Green. Il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements, seulement une détermination froide. « J'appelle votre chef », répondit-elle, sa voix claire et audible pour tous dans la bijouterie. « Je veux voir comment il réagira quand il apprendra que 2 de ses hommes ont abordé, humilié et faussement accusé le fils de la directrice du FBI à Boston, sans aucune raison. » La couleur quitta complètement les visages de Green et Adams. Ils étaient déjà en difficulté, mais maintenant ils étaient vraiment perdus. L'appel de Sophia Hayes à leur supérieur, avec cette description précise de ce qui s'était passé, scellait le destin de leur carrière. Le silence dans la bijouterie devint absolu, lourd, chargé d'attente. Tous les regards étaient fixés sur Sophia, qui tenait le téléphone à son oreille, attendant que l'appel soit pris. Les officiers savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. L'officier Green, qui quelques instants auparavant affichait autorité et arrogance, suait maintenant à froid, son corps tendu. Il fit un pas en avant, une tentative désespérée d'inverser la situation, de plaider. « Directrice Hayes », commença-t-il, sa voix maintenant dépourvue de toute trace de son ancienne posture. « Nous pouvons résoudre cela ici même, sans impliquer d'autres personnes. C'était une erreur, un malentendu. » Sophia se contenta de lever un « A », sourcil ne disant rien, attendant que l'appel soit terminé. À l'autre bout du fil, une voix grave et professionnelle répondit. « Agent Brown, FBI. » Sophia garda les yeux fixés sur Green pendant qu'elle répondait, sa voix calme mais chaque mot un coup précis. « Agent Brown, ici Sophia Hayes, directrice de l'unité de Boston. J'ai besoin de vous et d'une équipe au Boston Mall, immédiatement. Nous avons une situation d'abus d'autorité et de harcèlement illégal, impliquant des officiers du NYPD. » Le visage de Green devint livide. Adams, à côté de lui, tenta d'intervenir, désespéré. « Madame, s'il vous plaît, il n'y a pas besoin de ça. Nous ne savions pas qu'il était votre fils. » Sophia le regarda droit dans les yeux, croisant de nouveau les bras. Le calme de sa voix était plus effrayant que n'importe quel cri. « Oh !» dit-elle, le mot chargé d'ironie. « Alors, s'il n'avait pas été mon fils, pensez-vous que cela aurait été acceptable ? Aborder un jeune homme noir, l'accuser de vol, le fouiller en public, uniquement sur la base d'un rapport préjudiciable, est-ce ainsi que vous opérez ?» Les 2 officiers déglutirent difficilement. Il n'y avait pas de réponse à cette question. Ils n'avaient aucun argument, aucune justification. Leur défense s'était complètement effondrée. À ce moment-là, la porte de la bijouterie s'ouvrit de nouveau, et le groupe d'agents du FBI qui était arrivé avec Sophia entra dans le magasin. Ils se déplacèrent avec efficacité, leur regard sérieux évaluant la situation. C'étaient des professionnels, là pour exécuter des ordres. « Directrice Hayes, nous sommes là », dit l'un des agents, saisissant déjà une radio pour coordonner avec d'autres qui pourraient être en route. Green et Adams savaient que c'était la fin.
Sofia les regarda une dernière fois, et la sentence fut prononcée, sa voix basse mais avec la force d'un décret. Retirez ces deux-là du service immédiatement. Je veux un rapport complet de cet abus d'autorité sur mon bureau d'ici la fin de la journée. Adams tenta de balbutier quelque chose, mais Green lui tint le bras et secoua la tête, un geste de résignation amère. Ils étaient finis. Les agents du FBI s'approchèrent et, avec un professionnalisme froid, commencèrent à escorter les deux officiers hors de la bijouterie. Alors qu'ils étaient montés conduits dehors, passant par l'entrée vitrée, les gens rassemblés, à l'extérieur, regardèrent la scène avec curiosité et surprise. Les mêmes officiers qui, quelques instants auparavant, avaient humilié Mason, partaient maintenant embarrassés, la tête baissée, sous la garde d'agents fédéraux. La justice, rapide et implacable, commençait à être rendue. Le silence à l'intérieur de la bijouterie était lourd, mais différent. La tension des officiers avait été levée, mais la présence imposante de Sophia Hayes dominait toujours l'environnement. Maintenant que les officiers avaient été retirés, il ne restait plus qu'une personne à rendre des comptes pour avoir déclenché toute la chaîne d'événements, Madame Campbell. Elle était pâle, les mains croisées devant son corps, évitant le regard pénétrant de Sophia, sachant que son tour était venu. Avec la sortie forcée des officiers, escortés par des agents fédéraux sous le regard étonné des passants, un nouveau genre de silence s'installa dans la bijouterie Diamond. Ce n'était plus le silence tendu de la suspicion, mais un silence lourd de conséquences imminentes. La figure centrale était maintenant Sophia Hayes, dont la présence rayonnait un calme froid et une autorité incontestable. Tous les regards, y compris ceux des quelques agents du FBI qui restaient discrètement positionnés, étaient fixés sur Madame Campbell. La vendeuse, qui quelques instants auparavant observait l'humiliation de Mason avec une satisfaction voilée, semblait maintenant s'être recroquevillée. Sa posture rigide s'était effondrée, remplacée par une fragilité visible. Ses mains, autrefois croisées avec assurance, se serraient maintenant nerveusement devant son corps. Son visage pâle évitait à tout prix de rencontrer le regard pénétrant de Sophia. Elle savait que son tour était venu. Sophia fit quelques pas lents vers le comptoir, ses mouvements délibérés et pleins de détermination. Il n'y avait aucune précipitation, seulement une détermination implacable. Elle s'arrêta à une distance respectueuse, mais qui semblait toujours envahir l'espace personnel de la vendeuse. Madame Campbell. La voix de Sophia était basse, mais claire et incisive, coupant le silence comme du verre. « Nous avons été informés que c'est vous qui avez contacté la police. » La vendeuse frissonna, mais réussit à balbutier une réponse. « Oh, oui, c'était moi. » « Et quelle était la base de ce rapport ?» continua Sophia, son ton dépourvu d'émotion comme un interrogateur expérimenté. « Qu'est-ce que mon fils faisait exactement qui vous a fait croire qu'il était une menace, qu'il essayait de voler quelque chose ?» Madame Campbell leva les yeux un instant, la panique évidente dans ses yeux. « Il était seul », commença-t-elle, sa voix tremblante, regardant des bijoux chers et il semblait suspect. « Suspect ?» répéta Sophia, le mot suspendu dans l'air comme une accusation. « Suspect pourquoi, Madame Campbell? Parce qu'il était un jeune homme noir dans une bijouterie de luxe? Était-ce votre définition de suspect ?» La vendeuse déglutit difficilement, réalisant que ses excuses étaient transparentes et fragiles devant cette femme. « Non, ce n'est pas ça. Je voulais juste penser à la sécurité du magasin. Il ne semblait pas avoir les moyens d'acheter quoi que ce soit ici. » Un éclat dangereux apparut dans les yeux de Sophia. « Ah, alors vous, dans votre sagesse, avez décidé que vous pouviez juger la capacité financière d'un client par son apparence ?» questionna-t-elle, sa voix gardant son calme mais avec une ironie mordante. « Décider qu'un jeune homme noir n'a pas le droit d'entrer dans une bijouterie de luxe pour acheter un cadeau pour sa mère, qu'il ne pouvait être ici que pour voler. Je faisais juste preuve de prudence, » tenta de plaider Madame Campbell, le désespoir grandissant dans sa voix. « C'est mon travail de protéger le magasin. »« Protéger le magasin. »« De quoi, Madame Campbell ?» rétorqua Sophia implacable. « D'un client payant, d'un jeune homme qui a économisé pour acheter un cadeau spécial, ou protégiez-vous le magasin de votre propre vision limitée et préjudiciable du monde ?» La vendeuse n'eut pas de réponse. Ses tentatives de justifier ses actions s'effondrèrent sous le regard froid et logique de Sophia. Elle regarda Mason, puis les agents du FBI,
et le poids de la situation l'écrasa. À ce moment d'impasse, la porte arrière de la bijouterie s'ouvrit de nouveau, et un homme grand, impeccablement vêtu d'un costume coûteux, entra précipitamment. C'était Daniel Wright, le gérant de Diamond. Son visage était tendu, et ses yeux, alors qu'il balayait la scène. Sophia Hayes, les agents du FBI, Mason et Madame Campbell, visiblement secoués, enregistrèrent la gravité de la situation en un instant. Ils semblaient avoir été alertés et avaient probablement déjà eu accès aux images des caméras de sécurité. « Directrice Hayes, » dit-il, s'approchant avec un mélange de respect et d'appréhension. « Je suis Daniel Wright, le gérant de ce magasin. J'ai été informé de l'incident. » Il jeta un regard sévère à Madame Campbell. « Je viens de revoir les images des caméras de sécurité. » Les jambes de Madame Campbell semblèrent céder. Les images. Elle montrerait tout. La façon dont elle avait regardé Mason, la discrétion avec laquelle elle avait appelé la police, le sourire satisfait alors que les officiers l'approchaient. Il n'y avait pas de déni possible de ce qu'elle avait fait. Madame Campbell, le ton de Daniel Wright était celui d'une profonde déception et d'une colère contenue. Ce que vous avez fait est inacceptable. Vous avez non seulement humilié un client innocent, mais vous avez également mis en péril la réputation et l'intégrité de cette bijouterie. Vous avez agi sur la base du préjugé, pas de la prudence. La vendeuse tenta de parler, marmonnant quelque chose d'inaudible, mais Daniel Wright l'interrompit, sa voix ferme et définitive. « Il n'y a aucune excuse pour cela. Vous êtes renvoyé. » Le mot « renvoyé » résonna dans la bijouterie. Madame Campbell fut paralysée une seconde, l'incrédulité gravée sur son visage. « Quoi? Non, vous ne pouvez pas faire ça. » Ça, s'exclama-t-elle, sa voix montant en panique. « Je peux et je le fais, » répondit Daniel Wright sans hésitation. « Votre conduite est une grave violation de nos politiques et de nos valeurs. Rassemblez vos affaires et partez immédiatement. » Le visage de Madame Campbell devint rouge, un mélange de honte, de colère et de désespoir. Elle regarda Sophia, cherchant peut-être une forme de clémence, mais ne trouva qu'un regard froid et impassible. Sophia Hayes n'était pas là pour offrir du réconfort à ceux qui avaient fait du tort à son fils. Vaincue, Madame Campbell baissa la tête. Les épaules affaissées, elle ramassa son sac sous le comptoir et, sans regarder personne, se dirigea rapidement vers la sortie de la bijouterie. Elle passa par l'entrée vitrée sous les regards curieux des gens du centre commercial, une silhouette solitaire et humiliée, l'opposé de la vendeuse arrogante qui avait jugé Mason quelques instants auparavant. La justice, sous ses différentes formes, était en train d'être rendue. Les officiers furent retirés, la vendeuse fut renvoyée. L'atmosphère chez Diamond commença à changer de nouveau, la tension diminuant, laissant place à une atmosphère de réparation. Maintenant que les responsables de l'injustice avaient été confrontés et retirés, Mason pouvait enfin faire ce pourquoi il était venu. Acheter le cadeau pour sa mère. Avec le départ de Madame Campbell, l'air chez Diamond sembla se purifier. La tension oppressive qui régnait quelques instants auparavant commença à se dissiper, remplacée par une atmosphère de gêne et une tentative de réparation. Daniel Wright, le gérant, semblait encore visiblement secoué par l'incident et ses implications pour la réputation de son magasin. Il se tourna vers Sophia et Mason, ajustant sa cravate d'un geste nerveux. « Directrice Hayes, Monsieur Hayes », commença-t-il, sa voix sincère et chargée de regret. « Au nom de Diamond, je vous présente nos plus profondes excuses pour ce qui s'est passé ici aujourd'hui. La conduite de notre employé était inexcusable et ne reflète pas les valeurs de cette entreprise. Personne, absolument personne, ne devrait être traité de la manière dont Monsieur Hayes a été traité. » Sophia écouta attentivement, son expression sérieuse mais sans la froideur mordante d'avant. Elle hocha légèrement la tête, reconnaissant la sincérité dans les mots du gérant. Mason, qui observait l'interaction, sentit un poids se lever de ses épaules. L'humiliation était encore fraîche, mais voir les conséquences pour ceux qui l'avaient jugé apportait un sentiment de justice. Il regarda sa mère, puis le gérant. La raison originale de sa visite était toujours là, intacte. Je voulais juste acheter un cadeau pour ma mère, dit Mason, sa voix maintenant plus ferme, retrouvant la confiance qui avait été ébranlée. Puis-je le faire maintenant? Un sourire de soulagement et de gratitude apparut sur
Le visage de Daniel Wright. « Bien sûr, Monsieur Hayes, je vous en prie. » Il fit un geste vers les vitrines. « En fait, en guise d'excuse et de bonne volonté de la part du magasin, nous aimerions vous offrir le bijou que vous choisirez pour votre mère. Considérez-le comme un cadeau de Diamond. » Mason fut surpris par l'offre. C'était un geste significatif, une véritable tentative de réparer l'injustice subie. Il regarda Sophia attendant sa réaction. Sophia Hayes esquissa un léger sourire en coin, un sourire qui exprimait fierté et profonde compréhension. Elle secoua doucement la tête. « Mon fils, dit-elle, sa voix douce mais avec la force habituelle, a les moyens d'acheter le cadeau pour sa mère. Il a travaillé dur pour cela. C'était une déclaration de dignité, non seulement pour Mason, mais pour tous ceux qui ont été injustement jugés. Le message était clair. La validation de Mason ne viendrait pas d'une offre de réparation matérielle, mais de son propre effort et de l'amour qui le motivait. Mason comprit immédiatement. La valeur du cadeau n'était pas dans le prix, mais dans le sacrifice et l'amour qu'il représentait. Il hocha la tête à sa mère, une compréhension silencieuse passant entre eux. Il se tourna vers le gérant, un sourire sincère maintenant sur son visage. « J'apprécie vraiment l'offre, Monsieur Wright. Vraiment. Mais ma mère a raison, je veux acheter le cadeau avec mon propre argent. » Il ramassa la carte de crédit, qui était toujours sur le comptoir, et la plaça fermement devant le gérant. Daniel. Wright sembla surpris un instant, mais hocha la tête avec respect. Il fit signe à une autre vendeuse, une jeune femme aimable qui observait la scène avec une expression d'empathie. Elle s'approcha, son sourire chaleureux et accueillant contrastant fortement avec la froideur de Madame Campbell. « Bonjour, » dit la nouvelle vendeuse, sa voix douce. « Comment puis-je vous aider ?»« Je cherche une bague d'anniversaire pour ma mère, » répondit Mason, se sentant enfin à l'aise. Cette fois, il n'y eut pas de regard de méfiance, pas de questions. « Insinuantes. » La vendeuse ouvrit la vitrine avec un sourire et commença à montrer les bagues, décrivant les pierres et les designs avec un enthousiasme sincère. Mason regarda attentivement, pensant au style de sa mère, à ce qui la ferait sourire. Il trouva une bague. Elle était délicate, avec un petit diamant qui captait la lumière subtilement mais brillamment. Ce n'était pas la plus chère du magasin, mais elle semblait parfaite, élégante, forte et avec un éclat discret, comme sa mère. Tenant la bague dans ses mains, Mason sentit une vague d'émotion. Le chemin jusqu'à ce moment, l'humiliation, la peur, l'intervention de sa mère, tout culminait dans ce petit objet brillant. Il n'achetait pas seulement une bague, il réaffirmait sa dignité, célébrait son amour pour sa mère et était témoin de la justice rendue. « Celle-ci, dit-il, désignant la bague, je veux celle-ci. » La vendeuse sourit et emballa soigneusement le bijou dans une petite boîte en velours, qui fut ensuite placée dans un élégant sac avec le logo Diamond. En tendant le sac à Mason, elle sourit chaleureusement. « J'espère que votre mère l'aimera. »« Je l'espère aussi, » répondit Mason tenant fermement le sac. La mission était accomplie. Sophia s'approcha de Mason, posant sa main sur son épaule. Ses yeux brillaient de fierté. « Ce cadeau, mon fils, » dit-elle doucement, « vaudra bien plus que n'importe quel diamant, pour ce qu'il représente. » Mère et fils quittèrent la bijouterie ensemble, laissant le silence du magasin derrière eux. Dehors, le bourdonnement du centre commercial semblait moins lointain maintenant. Ils marchaient côte à côte, respirant l'air frais venant de l'entrée du centre commercial, un contraste avec l'atmosphère étouffante qu'ils avaient vécue à l'intérieur. « Quelle journée, hein ?» murmura Mason, laissant échapper un soupir qui mêlait soulagement et épuisement. Il tenait le sac avec la bague, son poids dans ses mains lui rappelant tout ce qui s'était passé. Sophia sourit légèrement, mais son regard portait toujours le sérieux de l'expérience. « Malheureusement, Mason, dit-elle, sa voix pensive, certaines personnes choisissent encore de juger les autres sans connaître la vérité. Elle se fient aux apparences, aux stéréotypes. » Mason s'arrêta un instant, faisant face à sa mère. « Mais aujourd'hui, c'était différent, dit-il. Aujourd'hui, nous avons renversé la situation. » Sophia s'arrêta aussi, se tournant vers lui. Elle croisa les bras, une posture familière de force et de sagesse. Elle prit une profonde inspiration avant de parler, et ses mots furent une leçon que Mason savait qu'il porterait pour le reste. « De sa vie. »« Mason, » dit-elle, ses yeux fixés sur les siens, « personne ne peut enlever ta dignité. Personne ne peut définir qui tu es
à moins que tu ne le permettes. Ne baisse jamais, jamais la tête devant ceux qui essaient de te rabaisser, qui te jugent par ta couleur ou ton origine. Ta force réside en qui tu es, en ton caractère, en ton travail acharné, en ton cœur, et en sachant que tu as le droit d'être n'importe où, de rêver de n'importe quoi, d'acheter une bague pour ta mère avec l'argent que tu as gagné honnêtement. Mason hocha la tête, absorbant chaque mot. C'était la vraie victoire. Non, pas le renvoi de la vendeuse ou le retrait des officiers, mais la réaffirmation de sa propre dignité et la profonde compréhension de la leçon que sa mère lui enseignait. Il sourit, un sourire sincère, plein d'amour. Il sortit la petite boîte du sac et la tendit à sa mère. « Joyeux anniversaire, maman, dit-il. J'espère que tu l'aimeras. Ça a coûté un peu plus cher que prévu, mais ça en valait la peine. » Sophia prit la boîte, surprise et émue. Elle l'ouvrit et le petit diamant brilla sous la lumière du soleil qui entrait dans le centre commercial. Ses yeux s'embuèrent. « Mon fils !» murmura-t-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « C'est magnifique. » Elle serra Mason fort dans ses bras, une étreinte qui en disait plus que 1000 mots. À ce moment-là, au milieu du centre commercial animé, rien d'autre n'importait. L'injustice avait été affrontée, la dignité avait été restaurée, et l'amour entre la mère et le fils brillait plus fort que n'importe quel diamant. Mason savait qu'avec sa mère à ses côtés, il pouvait faire face à n'importe quel défi, n'importe quel préjugé. Il avait la mère la plus incroyable du monde, et c'était la plus grande richesse de toutes. En fin de compte, l'histoire de Mason à la bijouterie Diamond est devenue plus qu'un incident de préjugés. Elle est devenue un témoignage de caractère, une leçon sur l'importance de rester ferme face à l'adversité et un rappel que la vraie force réside dans la dignité et l'amour. Les officiers qui ont agi sur la base de stéréotypes ont été tenus responsables. La vendeuse qui a jugé sur l'apparence a perdu son emploi et Mason, le jeune homme qui voulait juste acheter un cadeau pour sa mère, est sorti de cette expérience, plus fort la tête haute, sachant que sa valeur n'était pas définie par les vues limitées des autres, mais par la lumière qu'il portait en lui-même. Si cette histoire vous a touché, ne vous contentez pas de regarder. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et taguez quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de dépassement inspire des centaines d'autres, et ensemble nous pouvons construire une Amérique plus juste et plus égale. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires passionnantes qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui n'abandonnent pas. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire.